Décembre à Old Town fut froid et silencieux. La neige recouvrait le sol en couches épaisses, les rues étaient presque désertes, et la vie dans la petite ville suivait son cours habituel. Mais, le soir du 14 décembre, un appel fut reçu par le poste de garde. Une simple plainte domestique. Plusieurs résidents de l'immeuble de la rue Walden signalèrent qu'une odeur forte et persistante émanait de l'appartement numéro 4. Au début, personne n'y prêta beaucoup d'attention. De telles choses arrivaient souvent dans ces immeubles. Quelqu'un aurait pu oublier de sortir les poubelles ou laisser des aliments dans le réfrigérateur. Mais l'odeur persistait depuis déjà plus d'une semaine et devenait chaque jour plus perceptible. Selon les voisins, le propriétaire de l'appartement apparaissait rarement, principalement tard le soir. Personne ne lui parlait vraiment. Il semblait toujours calme, distant et ne causait jamais de problème. C'est pourquoi, lorsque les gens commencèrent à se plaindre, personne ne s'attendait à quelque chose de grave. Mais au moment où l'appel fut reçu par le poste de garde, l'odeur était devenue si forte que les résidents du 3e étage exigeaient une intervention immédiate. La patrouille arriva 20 minutes plus tard. Derrière la porte, c'était le silence. Les officiers sonnèrent plusieurs fois, frappèrent, aucune réponse. Dessous la porte émanait cette odeur douceâtre qu'il était impossible de confondre avec quoi que ce soit d'autre. Lorsque la décision de forcer la serrure fut prise, tout parut routinier. L'un des officiers enregistra le processus avec sa caméra corporelle. Le second se tint à côté, arme au poing, une procédure standard quand on ne sait pas ce qui se trouve derrière la porte. Quand la porte s'ouvrit, la première impression déconcerta tout le monde. Aucune scène de chaos. L'appartement était en ordre. Les meubles étaient soigneusement arrangés, les affaires pliées, des photos sur les étagères. La télévision fonctionnait, diffusant tranquillement les nouvelles. Le réfrigérateur ronronnait, 2 assiettes se trouvaient sur la table de la cuisine. On aurait dit qu'un dîner venait d'y avoir lieu. Même une bougie sur le rebord de la fenêtre, à moitié consumée, semblait être un détail d'une soirée douillette. Quelques secondes plus tard, un homme sortit du salon, calme, un peu perplexe, mais sans aucun signe de panique. Il se présenta. Jonathan Moore, 39 ans. Les policiers comprirent immédiatement que c'était le propriétaire. Son apparence ne révélait rien d'étrange. Vêtements de maison, non rasés, mais pas négligés. Il demanda ce qui se passait, pourquoi ils étaient entrés. En entendant parler de l'odeur, il hocha simplement la tête. Pendant tout ce temps, il parla calmement, même trop. Lorsque les officiers commencèrent l'inspection, il devint clair que tout dans l'appartement était figé dans le temps. La salle de bain était propre, le salon en ordre. Un seul détail perturbait le tableau général. La porte de la chambre était fermée. L'un des officiers demanda s'il pouvait entrer. Jonathan répondit affirmativement, sans l'ombre d'une inquiétude. La porte s'ouvrit et l'odeur devint insupportable. La pièce était dans la pénombre. Sur le lit, une personne, recouverte d'une couverture, comme si elle dormait. Les policiers s'arrêtèrent. Quelques secondes de silence, puis un officier sortit dans le couloir et appela le groupe d'intervention. Jonathan se tenait à côté, toujours aussi calme, comme si ce qui se passait ne le concernait pas. Ensuite, tout se déroula selon le protocole. Le logement fut bouclé. Sur la table, ils trouvèrent des documents soigneusement rangés, des factures de services publics récemment payées. Dans le téléphone, l'historique des paiements de la carte de Sarah, la femme de Jonathan. Sur le réfrigérateur était accrochée une liste de courses écrite de sa main. Tout indiquait que la vie dans cet appartement s'était comme arrêtée 8 mois auparavant. Mais Jonathan continuait à la mener comme si rien n'avait changé. Les voisins diront plus tard qu'ils entendèrent la télévision presque tous les soirs. Parfois, le bruit de pas, parfois des voix. Mais personne ne se doutait que, pendant tout ce temps, c'était le silence qui régnait en fait dans l'appartement. Jonathan fut arrêté. Il ne résista pas. Aux questions, il répondit simplement, sans hésitation. Il dit qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Les médecins légistes commencèrent leur travail sur place. Ils devaient établir quand Sarah avait cessé de quitter la pièce et pourquoi. C'est ainsi que commença l'enquête, qui cessa rapidement d'être une simple affaire de tragédie domestique. Bientôt, la police comprendrait. L'histoire de Jonathan Moore n'était pas un simple cas de solitude. C'était quelque chose de bien plus complexe, où les frontières habituelles entre l'amour, la perte et la folie s'étaient si presque entièrement estompées. Après l'examen initial et l'interrogatoire de Jonathan, les enquêteurs commencèrent à examiner la vie de la famille Moore, pièce par pièce. Les premières étapes furent les archives, dossiers de travail, comptes bancaires, contacts personnels. Jonathan était enregistré comme administrateur système dans une petite entreprise à Bangor. Selon ses collègues, il était ponctuel,
calme, sans conflit. Un homme dont on ne se souvenait pas après le travail, parce qu'il n'y avait rien à retenir. Il arrivait toujours à l'heure, ne se plaignait jamais et ne discutait pas de sa vie privée. Il était parti en vacances 6 mois avant l'incident, expliquant cela par la fatigue et des affaires familiales. Après cela, il ne retourna pas au travail, mais son départ fut formalisé officiellement, avec une déclaration. Tout semblait impeccable, formel et légal. Sarah travaillait comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale d'Old Town. Ceux qui l'ont fréquentée la décrivaient comme une femme calme, attentive, qui évitait les conversations sur sa vie personnelle. Au travail, elle était respectée, mais peu connue. Lorsqu'elle cessa de se présenter à ses quarts de travail, la direction décida qu'elle avait pris un congé de maladie. Une demande se trouvait bien au service des ressources humaines, écrite d'une écriture soignée et régulière. Personne n'eut de doute. Personne n'appela chez elle. Les voisins parlaient d'eux de la même manière, calme, poli, presque imperceptible. Un couple qui vivait sans dispute bruyante, sans invités et sans participation à la vie de l'immeuble. Il n'y avait jamais eu d'appel à la police ni de plainte pour le bruit. Ils venaient et partaient ensemble, tirèrent les rideaux le soir et menaient leur vie tranquille. À première vue, un couple de classe moyenne idéal. Mais dans cette perfection, une étrangeté se faisait déjà sentir. Ils n'avaient pas d'amis. Les appels téléphoniques étaient uniquement professionnels, les messages aux proches rares. Pas de réseaux sociaux, pas de photos des dernières années. Leur existence semblait soigneusement emballée, comme isolée du monde extérieur. Même les proches se souvenaient que Jonathan et Sarah venaient si rarement leur rendre visite, invoquant des occupations ou des problèmes de santé. Ce n'était pas un comportement secret, juste une disparition volontaire de la vie sociale. Quand la police vérifia leurs finances, le tableau resta tout aussi calme. Pas de dettes, pas de crédit, ni de gros virements. Le paiement des factures était régulier. Tout était fait avec une seule carte. Pas de dépenses soudaines, pas de signe de crise. Même les courses étaient faites selon une liste, presque toujours la même. Lait, pain, café, conserves. Tout était routinier, prévisible. L'analyse des relevés téléphoniques ne donna rien non plus. Les derniers appels étaient quelques conversations avec des collègues de Jonathan, puis seulement de courtes notifications de la banque et des envois en masse. Sur l'ordinateur familial, des films, de vieilles photos, des fichiers ordinaires, rien de suspect. Un psychologue, invité à conseiller l'enquête, dira plus tard que c'est une image typique de la vie en isolement, quand les gens créent leur propre monde, coupés de la réalité extérieure. À ce stade, l'enquête n'avait aucune version évidente. Il n'y avait pas de motif, pas d'ennemi, pas même de conflit. Tout ce qui avait pu être recueilli indiquait une existence tranquille, sans bouleversement. Et c'est précisément dans ce calme que se cachait la principale anomalie. Un couple qui avait vécu paisiblement pendant des décennies disparaît soudainement de la vie sociale. Et des mois plus tard, la police découvre que leur maison, normale, avait cessé d'être vivante depuis longtemps. Pour les enquêteurs, ce fut la première conclusion importante. La cause de la tragédie ne pouvait pas être externe. Tout ce qui s'était passé était né à l'intérieur, dans la conscience de personnes qui avaient vécu côte à côte pendant longtemps, mais qui, peut-être, avaient cessé de se voir. Cette conclusion orienta l'enquête plus loin, vers le moment où le monde habituel et tranquille de Jonathan et Sarah commença à se fissurer de l'intérieur. Après l'arrestation de Jonathan, l'enquête commença à reconstituer la chronologie des événements, quand tout avait commencé, et à quel moment Sarah avait cessé d'apparaître en public. La première étape fut de contacter la bibliothèque où elle avait travaillé pendant les 5 dernières années. Des collègues se souvenaient qu'au début du printemps, Sarah s'était plainte de fatigue. Elle semblait épuisée, restait souvent après son quart de travail, mais restait néanmoins organisée. La dernière fois qu'elle fut vue, c'était le 5 avril 2021. C'était un quart de travail ordinaire. Elle dit au revoir à tout le monde, dit qu'elle prenait un congé de maladie. À partir de ce moment, aucun de ses collègues ne la revit. 2 jours plus tard, un courriel arriva à la bibliothèque. Court, poli, écrit au nom de Sarah. Elle demandait de prolonger son congé de maladie pour une durée indéterminée, invoquant la nécessité de se rétablir. Le courriel semblait ordinaire, sans faute, dans son style. Le chef de département confirma que le courriel provenait de son adresse personnelle, donc personne n'eut de doute. À cette époque, la pandémie affectait toujours le fonctionnement des institutions, et les longs congés de maladie ne surprenaient plus personne. Ainsi passèrent les semaines, puis les mois. Son salaire continuait d'être versé sur son compte,
les factures de services publics étaient dûment payées. Tout semblait absolument normal vu de l'extérieur. Lorsque les enquêteurs vérifièrent les dates, il devint évident que c'est pendant cette période qu'elle avait disparu. Le 5 avril, le dernier jour où quelqu'un avait vu Sarah vivante. Après cela, son existence se limita à des traces électroniques, un courriel, des paiements, des achats, mais toutes ces actions auraient pu être réalisées sans sa participation. Et maintenant, l'enquête devait déterminer qui exactement faisait cela. Parallèlement, le médecin légiste effectuait l'inspection de l'appartement. L'état de la pièce où Sarah fut trouvée indiquait que beaucoup de temps s'était écoulé. L'humidité, la température et l'absence d'accès à l'air rendirent le processus de datation précise extrêmement difficile. L'expert n'indiqua qu'une période approximative, de nombreux mois. Cela signifiait qu'elle était décédée vers le printemps ou le début de l'été. Et cette formulation coïncida précisément avec la date de sa dernière présence au travail. Ce moment devint la première coïncidence clé. Sarah fut vue vivante pour la dernière fois, début avril, et en décembre déjà, la police retrouva ce qu'il restait de sa présence. 8 mois, c'est le temps pendant lequel Jonathan continua à vivre dans l'appartement, comme si rien ne s'était passé. Il payait les factures, allait au magasin, rentrait chez lui et allumait la télévision. La police vérifia toutes les données, transactions bancaires, activités Internet, relevés de téléphone portable. Après le 5 avril, il n'y eut plus un seul appel de son numéro, plus une seule connexion au réseau, ni correspondance, ni message. En revanche, l'activité sur sa carte bancaire se maintenait. Des produits étaient achetés, des services publics payés, des abonnements renouvelés. Tout cela indiquait que quelqu'un continuait à utiliser ses finances. Lorsque les enquêteurs recoupèrent les dates, le tableau fut complet. Plus de 8 mois s'étaient écoulés entre son dernier jour de travail et la découverte. Pendant ce temps, personne n'avait signalé sa disparition, car formellement, elle continuait de vivre, les factures étaient payées, le logement utilisé, même les courriers électroniques arrivaient régulièrement. C'est ainsi que l'enquête fut confrontée pour la première fois au fait que la normalité extérieure cachait 8 mois d'isolement complet. Maintenant, leur tâche principale était d'établir ce qui s'était passé le jour où Sarah avait fermé la porte de la bibliothèque pour la dernière fois. Après que la scène du crime eut été entièrement documentée, chaque recoin, chaque surface, chaque détail, les enquêteurs commencèrent la première étape de l'investigation judiciaire. La question principale était nette et simple. Que s'était-il exactement passé dans cet appartement? Et y avait-il la moindre preuve que Sarah avait été privée de sa vie de manière non naturelle? L'examen préliminaire fut mené par le coroner du comté de Penobscot, un homme avec près de 20 ans d'expérience. Il avait examiné des scènes de complexité variable, mais ce cas se distingua immédiatement. Tout autour semblait trop normal. Il n'y avait aucun signe de lutte, de désordre, ni même de traces d'action précipitée. Tout était à sa place. Les meubles, l'électroménager, les vêtements, les articles d'hygiène personnelle. L'impression était que le temps s'était arrêté dans l'appartement. Cependant, c'est ce silence et cet ordre qui alarmaient. Le coroner nota que l'état du corps retrouvé compliquait fortement toute évaluation. Trop de temps s'était écoulé, pas des jours, ni même des semaines, mais des mois. Les tissus mous avaient subi des processus naturels et il était devenu impossible de déterminer la présence de contusions, d'abrasions ou de traces de strangulation. La peau avait changé à un point tel que les méthodes standards de fixation des lésions externes ne donnaient en plus de résultats. L'examen de la tête, du cou, des membres, tout était sans signe visible de violence. Parallèlement, les criminalistes enregistraient l'état des lieux. Sur les murs, ni taches, ni traces de liquide. Le lit sur lequel Sarah fut trouvée était soigneusement fait, la couverture tendue, l'oreiller en place. Sur la table de chevet, un verre d'eau, un livre à côté. Extérieurement, une chambre ordinaire, comme si la personne s'était simplement endormie. Même la télévision du salon fonctionnait lorsque les policiers entrèrent dans l'appartement. Les experts confirmèrent plus tard qu'elle avait été allumée pendant au moins 24 heures. Tout cela créait une étrange sensation, comme si la vie dans cette maison avait continué, bien que l'un des occupants n'ait plus donné de signe d'existence depuis longtemps. Visuellement, la cause du décès restait floue. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction, aucun signe de la présence de quelqu'un d'autre que Jonathan. Toutes les serrures étaient intactes, les fenêtres fermées de l'intérieur. Même les empreintes sur les poignées et les portes n'appartenaient qu'à eux deux. Le coroner termina son examen et fit une conclusion préliminaire. Il était impossible de déterminer la cause sans une autopsie complète. Le lendemain,
Le corps de Sarah fut transporté au laboratoire du centre médical de Bangor. L'équipe d'experts commença l'examen. D'abord, la radiographie. Elle aide à détecter d'éventuelles fractures, fissures internes, traces d'impact d'objets contondants. Mais là aussi, rien. Ni lésion costale, ni fracture par compression, ni même de légers déplacements articulaires, caractéristiques d'une lutte. Tout semblait indiquer que la personne était décédée naturellement, sans intervention extérieure. Ensuite commença l'examen interne. Les poumons, le cœur, les vaisseaux, les organes internes furent vérifiés. À ce stade, les pathologistes recherchent toute anomalie, des hémorragies aux signes d'intoxication. Cependant, là non plus, il n'y avait pas de pathologie évidente. Ni traces de strangulation, ni lésions aiguës, ni rupture vasculaire. Les médecins ne notèrent qu'un épuisement général de l'organisme et des signes d'immobilité prolongée. Cela aurait pu indiquer un arrêt cardiaque soudain, mais sans analyse de laboratoire, cela restait une supposition. Les enquêteurs, ayant reçu le rapport préliminaire, furent contraints d'admettre. La version de la mort violente était exclue. Ni traumatisme, ni fracture, ni signe d'intervention armée. Il ne restait alors que deux possibilités. Soit Sarah était décédée de cause naturelle, par exemple, à cause d'une maladie dont personne ne savait rien. Soit la cause était plus profonde. Et pour le savoir, une expertise toxicologique était nécessaire. Ce fut la dernière étape de la procédure standard, et elle prenait toujours plus de temps. Des échantillons de tissus et de cheveux furent prélevés pour analyse des toxines, poisons, médicaments et alcool. Le laboratoire devait déterminer si l'organisme contenait des substances qui auraient pu provoquer une perte de conscience, un arrêt respiratoire ou une arythmie cardiaque. De tels cas se masquent souvent sous des causes naturelles et restent non élucidés si aucune toxicologie n'est effectuée. Les échantillons furent scellés et envoyés pour expertise. Les résultats n'étaient pas attendus avant 3 ou 4 semaines. Pendant tout ce temps, l'enquête fut en fait figée. Sans cause de décès, aucune version ne pouvait être avancée, et sans version, pas de mobile. Jonathan Moore restait le seul témoin vivant des événements, mais son comportement soulevait de plus en plus de questions. Il parlait calmement, avec assurance, ne niait pas la mort de son épouse, mais expliquait tout par des circonstances naturelles et sa peur de rester seul. Les enquêteurs comprenaient que dans de telles affaires, le moindre détail jouait un rôle clé. Un objet, un détail, un document qui pouvait changer la direction de l'enquête. C'est pourquoi, pendant que le laboratoire travaillait sur la toxicologie, ils retournèrent à l'appartement, cette fois dans un autre but. Maintenant, ils ne cherchaient plus de traces de crime, ils devaient y comprendre la psychologie de Jonathan. Comment avait-il vécu ces 8 mois? Que mangeait-il? Que faisait-il? Où dormait-il? Et c'est lors de cette seconde inspection, plus minutieuse, qu'ils tombèrent sur une découverte qui changea complètement le cours de l'affaire. Ce fut la première vraie preuve, petite, mais capable de bouleverser toute l'image précédente de folie tranquille. Après la réinspection de l'appartement, Jonathan fut convoqué pour le premier interrogatoire officiel. Il fut conduit au poste de police le soir même, sans menottes, mais sous surveillance constante. Dès le début, il se comporta calmement, presque avec indifférence. Ni panique, ni confusion, comme si tout ce qui se passait ne le concernait pas. À la question de l'enquêteur, s'il pouvait expliquer ce qui s'était passé, Moore prononça une phrase qui deviendrait plus tard centrale dans son affaire. « Elle s'est juste endormie. Je ne voulais pas qu'elle parte. » Ces mots, il les répéta encore et encore, à différentes formulations de questions. Parfois, il changeait légèrement d'intonation, parfois il faisait une pause, comme s'il essayait de se souvenir des détails. Mais l'essentiel restait le même. Il ne donnait pas de réponse directe. Il ne dit pas qu'il avait tenté d'appeler un médecin, ne nia pas et ne confirma pas le fait qu'il avait remarqué que quelque chose n'allait pas. L'enquêteur ramena plusieurs fois la conversation à la chronologie. Quand exactement Sarah avait cessé de se lever, combien de temps s'était écoulé avant qu'il ne réalise qu'elle ne respirait plus. Mais Moore ne semblait pas entendre ces questions. Il ne nia pas avoir vécu seul dans l'appartement, ne cacha pas qu'il continuait à utiliser sa carte bancaire, préparer des repas pour deux, allumer la télévision et lui parlait. Il le disait seulement comme si cela n'avait rien d'étrange. Pour les enquêteurs, son état semblait confus. D'un côté, son comportement indiquait des déviations psychologiques évidentes. De l'autre, il n'y avait aucune raison de le considérer comme dément. Il répondait aux questions logiquement, parlait calmement, sans agressivité, se souvenait précisément des dates et de la séquence des événements. Ses paroles ne contenaient ni tentative de défense, ni remords.
Il avait comme accepté ce qui s'était passé comme une partie de sa réalité et ne voyait pas l'intérêt de se justifier. Après 3 heures d'interrogatoire, les officiers comprirent qu'ils n'obtiendraient aucune information utile de sa part. Ses paroles n'expliquaient ni ce qui était arrivé à Sarah, ni pourquoi il n'avait pas signalé sa mort. L'enquêteur nota dans le rapport « La version du suspect est de nature irrationnelle. Il n'y a pas de tentative de tromper l'enquête, mais il n'y a pas non plus de prise de conscience de ce qui s'est passé. » Le lendemain, la police consulta le procureur du district. Ce fut une étape obligatoire pour déterminer la qualification juridique de ces actions. Formellement, il n'y avait aucune preuve de crime, ni signe de violence, ni témoin, ni même cause de décès. L'autopsie se poursuivait, la toxicologie n'avait pas encore donné de résultat. Dans de telles conditions, il était impossible de l'accuser de meurtre. Néanmoins, Moore ne pouvait pas rester en liberté. Le procureur trouva une formulation juridique qui permit son arrestation. Il fut inculpé en vertu d'articles liés à la dissimulation de faits de décès et au traitement irrespectueux des restes. C'étaient des articles techniques, intermédiaires, qui permettaient d'isoler la personne en attendant le rapport médical. La formulation semblait douce, mais l'essence restait dure. Il avait dissimulé le décès de son épouse pendant 8 mois. Lors de l'audience, le procureur demanda son placement en détention sans possibilité de caution. La défense tenta d'insister sur le fait que Jonathan ne représentait aucune menace pour la société, n'avait pas cherché à s'échapper et coopérait avec l'enquête. Mais le juge, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, reconnut la situation exceptionnelle par nature. La décision fut rapide, incarcération jusqu'à la fin de l'enquête. À ce moment, Jonathan Moore devint le seul suspect dans l'affaire. Il fut isolé dans la prison du comté et les enquêteurs se concentrèrent sur l'attente des résultats des analyses de laboratoire. C'est à eux maintenant de répondre à la question principale. Sarah était-elle vraiment décédée seule, ou pendant tout ce temps, Jonathan avait-il caché quelque chose de bien plus terrible? Les enquêteurs comprenaient. 8 mois, c'est une période trop longue pour que personne ne remarque rien. Sarah ne s'était pas rendue au travail, n'était pas apparue à la bibliothèque, n'avait pas appelé ses proches, mais personne n'avait donné l'alarme. Cela signifiait que Jonathan avait, d'une manière ou d'une autre, créé l'illusion que tout allait bien. Pour comprendre comment il y était parvenu, l'enquête commença par le plus évident, les finances. Les demandes aux banques et aux services publics révélèrent une stabilité étrange, presque parfaite. Toutes les factures, hypothèques, Internet, électricité, étaient payées à temps, sans aucun accroc. Même les assurances et les impôts étaient prélevés comme d'habitude, aucun retard. Il semblait que le même couple continuait de vivre dans la maison, simplement un peu plus reclus. Tous les paiements provenaient d'une seule carte, une carte de débit, au nom de Sarah Moore. La banque confirma que les transactions étaient effectuées depuis l'adresse IP du domicile, c'est-à-dire depuis l'ordinateur qui se trouvait dans la cuisine. Moore utilisait son compte en ligne, se connectait avec son identifiant sans même changer le mot de passe. Pour le monde extérieur, la vie de cette femme continuait. Sur les papiers, dans le système bancaire, dans la base de données fiscale, elle existait. Chaque paiement, chaque chèque créait une trace numérique, maintenant l'illusion de sa présence. La police alla plus loin. Ils vérifièrent les courriels et les réseaux sociaux de Sarah. Là, un autre détail fut découvert. Le jour où elle avait pris un congé de maladie, un courriel était effectivement arrivé à la bibliothèque où elle travaillait. Il y était indiqué que Sarah ne se sentait pas bien et prendrait quelques semaines pour se rétablir. Le courriel semblait correct, poli, dans son style habituel. Mais l'expertise médico-légale établit, le message avait été envoyé depuis l'ordinateur personnel de Jonathan, déjà après que, selon les données préliminaires, Sarah n'aurait pas pu l'écrire. C'était la première trace directe de ce qu'il avait agi en son nom. Il ne s'était pas contenté de garder le silence. Il avait activement créé l'apparence qu'elle était en vie. Il répondait aux courriels de ses collègues par de courtes phrases comme « tout va bien » et « je me repose encore un peu », ce qui permit d'éviter les soupçons. Une fois, il avait même commandé des livres en son nom, via le système de la bibliothèque où elle travaillait. Plus tard, l'enquête établirait « toutes ces actions avaient un seul but, maintenir l'impression extérieure d'une vie normale ». Chaque nouveau jour, l'enquête s'éloignait de plus en plus de la version de la folie. Ce qui avait d'abord semblé être la conséquence d'un trouble mental commença à prendre les allures d'un comportement cohérent et rationnel. Jonathan ne se contentait pas de vivre à côté du corps de sa femme. Il dissimulait systématiquement le fait même de son absence. Les enquêteurs rassemblèrent tout ce qui indiquait ce stratagème.
l'utilisation de sa carte bancaire, l'accès à son courriel, l'imitation de la correspondance, le maintien des paiements de factures. Tout cela exigeait concentration, planification et compréhension des conséquences. Ce ne sont pas des gens qui ont perdu le contact avec la réalité qui agissent ainsi, mais ceux qui choisissent délibérément le mensonge plutôt que l'aveu. Progressivement, l'enquête commença à pencher vers l'idée qu'il n'avait pas affaire à une histoire tragique de détresse psychologique, mais à un système de tromperie soigneusement élaboré. Le motif n'était peut-être pas seulement l'attachement. Il y avait aussi l'argent, la peur et le désir d'éviter les conséquences. Mais le plus important, tout cela ne ressemblait pas à un hasard. Maintenant, la police avait une question dont dépendait toute la direction de l'enquête. Tout ce que faisait Jonathan n'avait de sens que s'il cachait réellement un crime. Ou bien était-ce une personne tellement déconnectée de la réalité qu'elle tentait de maintenir l'illusion d'une vie de famille à tout prix. L'enquête devait ensuite répondre précisément à cela, ce qui sous-tendait ses actions. Un calcul froid ou une tentative désespérée de retenir ce qui ne pouvait plus être récupéré. Lorsque les enquêteurs commencèrent à examiner l'appartement en détail, il devint clair que Jonathan ne se contentait pas de maintenir l'illusion d'une vie normale. Il y vivait littéralement, comme si rien n'avait changé. Dans la cuisine, 2 tasses étaient déposées, soigneusement lavées et placées côte à côte. Dans le réfrigérateur, des récipients de nourriture, rangés en portions, comme si le dîner avait été préparé pour 2. Dans la poubelle, des emballages vides de plats préparés, qu'ils achetaient habituellement ensemble. Sur l'un des reçus, trouvé dans la corbeille, une date, mi-août. Dans la liste de courses, 2 sandwichs, 2 yaourts, 2 cafés décaféinés. Les experts qui menèrent la perquisition notèrent que tout dans cet appartement semblait indiquer que quelqu'un avait tenté de figer le rythme de vie habituel, ne rien ajouter, ne rien enlever. Même la télécommande de la télévision se trouvait au même endroit que lors de la première visite. Sur le lit de la chambre, des vêtements de femme étaient soigneusement pliés, comme préparés pour le lendemain. Sur la table de chevet, des cosmétiques, une brosse à cheveux, des lunettes. Tout cela créait l'impression que Jonathan continuait de vivre, non pas simplement à côté, mais à l'intérieur de cette imitation. Lorsque les enquêteurs visionnèrent les caméras de surveillance du magasin le plus proche, la situation devint encore plus étrange. Les images montraient qu'il faisait régulièrement des courses, achetant toujours 2 portions, parfois des articles pour femmes. Les vendeurs confirmèrent plus tard. Il souriait souvent et répondait aux questions comme « Comment va votre femme ?» par un bref « Tout va bien ». Le comportement de Moore devint le point central de l'expertise psychologico-psychiatrique. Le tribunal l'ordonna presque immédiatement, comprenant que toute la qualification future de l'affaire en dépendait. S'il était réellement en état de trouble mental, il ne pourrait pas être jugé sur des bases générales. L'expertise dura plus de 3 semaines. Jonathan passa une série de tests, des entretiens avec des psychiatres. Son comportement, sa réaction aux souvenirs, ses manifestations émotionnelles furent analysées. Les médecins notèrent qu'il parlait calmement, avec assurance, ne montrait pas d'agressivité et n'esquivait pas les réponses. Il ne niait pas comprendre ce qu'il faisait. Il ne voyait simplement rien de contre-nature là-dedans. Lors d'une conversation, il prononça une phrase qui fut plus tard incluse dans le rapport. « Quand on vit longtemps avec quelqu'un, la frontière entre « je » et « nous » disparaît. Et quand elle n'était plus là, j'ai juste continué d'être, pour nous deux. » Pour les spécialistes, ce fut un moment clé. Le comportement de Moore ne présentait aucun signe de psychose aiguë. Il n'entendait pas de voix, ne souffrait pas d'hallucinations, ne montrait pas de désorientation, mais il y avait des signes d'un trouble de la personnalité grave, avec des éléments de dépendance et d'isolement. Sa conscience semblait figée au moment de la perte, ne lui permettant pas d'accepter la réalité. Les psychiatres appelèrent cela une « attachement pathologique », lorsque la personne est incapable de se séparer émotionnellement d'un proche disparu et commence à construire une vie artificielle autour de lui. En même temps, un point important de la conclusion laissait de la marge au procureur pour l'accusation. Malgré les distorsions émotionnelles, Jonathan comprenait la nature de ses actions et pouvait contrôler son comportement. Il savait qu'il enfreignait la loi lorsqu'il utilisait la carte bancaire de sa femme, envoyait des lettres en son nom et cachait le fait de sa mort. Autrement dit, juridiquement, il restait responsable. Lorsque les résultats de l'expertise furent remis au procureur, il n'y eut plus de doute. Son état pouvait être considéré comme instable, mais ne le dispensait pas de sa responsabilité. Il n'était pas un fou agissant en plein délire. C'était un homme qui avait sciemment construit une fausse réalité et l'avait maintenue pendant 8 mois. Cette conclusion marqua un tournant.
L'enquête savait désormais qu'elle n'avait pas affaire à un malade ayant perdu le contact avec le monde, mais à une personne ayant pris une décision consciente de vivre dans une version fictive des événements. Et s'il avait agi avec une telle cohérence, c'est qu'il avait un mobile, celui que les enquêteurs devaient maintenant trouver. La prochaine étape de l'enquête devait montrer s'il avait caché une tragédie ou s'il avait soigneusement dissimulé les traces d'un crime. Le rapport du laboratoire arriva 1 mois après l'envoi des échantillons pour analyse. Ce document était attendu par tous, les enquêteurs, le procureur et même l'avocat de Jonathan. C'est de lui que dépendait la direction de l'affaire. Lorsque l'enveloppe fut ouverte, les premières lignes du rapport parurent presque décevantes. Les médecins légistes confirmèrent « Aucun signe externe indiquant une cause de décès violente n'avait été trouvé. Aucune fracture, hématome, trace de strangulation. Tout ce qui aurait pu être visible en surface avait depuis longtemps été effacé par le temps. Cela ressemblait à une impasse. S'il n'y a pas de blessure, pas de lutte, pas de traces, alors, du point de vue de la loi, prouver un crime est presque impossible. Les enquêteurs se préparaient déjà à l'idée que l'histoire pourrait se terminer sans conclusion concrète. Mais la deuxième partie du rapport changea complètement la donne. Dans la section où se trouvent habituellement les données chimiques brutes, un mot attira immédiatement l'attention : barbiturique. Le laboratoire enregistra une forte concentration de substances hypnotiques dans les tissus de Sarah Moore. Si élevée que les médecins ne laissèrent aucune place au doute, c'était une dose mortelle. Bientôt, le médecin légiste établit la conclusion officielle. La cause du décès était une intoxication aiguë au barbiturique. Pour l'enquête, c'était le chaînon manquant pour comprendre la mécanique des événements. Maintenant, tout prenait une autre tournure. Ce silence dans lequel elle s'était prétendument endormie et ne s'était pas réveillée cessa d'être une métaphore. Les barbituriques ne sont pas un médicament que l'on prend par hasard. C'est un puissant tranquillisant, délivré strictement sur ordonnance. Ni dans la trousse à pharmacie, ni dans les dossiers médicaux de Sarah, il n'y avait de mention de tels médicaments. En revanche, les enquêteurs trouvèrent un emballage avec des restes de comprimés dans un placard de cuisine, soigneusement caché derrière un pot de céréales. Il n'y avait pas d'étiquette sur la boîte, elle avait été retirée. L'analyse montra que la composition correspondait à la substance trouvée dans son organisme. L'origine exacte du médicament dans la maison ne put être établie immédiatement. Les reçus de caisse de la pharmacie ne mentionnaient rien de tel. Cela signifiait une chose: les comprimés pouvaient avoir été commandés en ligne ou achetés illégalement. Au moment où les résultats parvinrent au procureur, l'affaire changea définitivement de statut. Ce n'était plus une découverte d'une personne décédée, mais un meurtre par empoisonnement. Le procureur examina personnellement le rapport et ordonna la requalification de l'accusation. Juridiquement, ce fut un point de non-retour. Jusqu'alors, la défense aurait pu construire une ligne de défense autour du trouble mental, du choc, de l'incapacité à accepter la perte. Mais maintenant, l'enquête avait une preuve directe. Quelqu'un avait donné à Sarah une dose mortelle de barbiturique, puis avait soigneusement caché le fait de sa mort, en maintenant l'apparence de vie. Jonathan restait la seule personne ayant eu accès à elle. Aucun de ses proches n'était venu à la maison. Les voisins n'avaient pas remarqué d'invité. Les caméras à l'entrée ne l'avaient enregistré que lui. Aucune trace d'étranger dans l'appartement. Tout indiquait que c'était lui qui contrôlait ce qui se passait pendant tous ces mois. Lorsque l'avocat prit connaissance des éléments, il tenta de déclarer qu'elle aurait pu prendre le médicament elle-même, en état de dépression, mais l'enquête répondit simplement. Le dosage était plusieurs fois supérieur à la norme thérapeutique. Ce n'était pas un accident, c'était un calcul. Après avoir reçu le rapport, le procureur déposa une requête auprès du tribunal pour une révision de l'accusation. La formulation était dure. Homicide volontaire, 1er degré. Le juge signa l'ordonnance. Jonathan Moore devint le principal accusé dans une affaire qui, à partir de ce moment, cessa d'être une énigme de solitude et se transforma en une histoire de meurtre, dissimulée sous le masque de la dévotion conjugale. L'enquête passa à une nouvelle étape. Il fallait désormais prouver comment il avait fait cela et pourquoi il avait tenté pendant 8 mois de convaincre le monde entier que Sarah était toujours là. Lorsque les résultats de l'examen toxicologique furent à la base de l'affaire, le parquet exigea une expertise détaillée. Le tribunal devait non seulement entendre le mot « barbiturique », mais comprendre ce que ce terme signifiait en chiffres et en faits. Pour cela, le toxicologue en chef de l'État fut invité, un spécialiste avec plus de 20 ans d'expérience. Un homme qui savait tout sur de tels médicaments. C'est lui qui devait expliquer aux jurés si Sarah Moore avait pu prendre une telle dose elle-même ou si cela était impossible.
L'expert commença simplement. Il montra un tableau. Dans la pratique médicale, les barbituriques sont prescrits à des microdoses, dans des limites qui assurent le sommeil, mais ne représentent pas de menace. La concentration de la substance découverte dans ces tissus dépassait la norme au moins 5 fois, et selon certains calculs, 7 fois. Pour une personne non habituée à de tels médicaments, c'est un niveau où survient une perte de conscience immédiate, un arrêt respiratoire et, par conséquent, la mort. Dans son rapport, le toxicologue souligna que même si Sarah avait d'une manière ou d'une autre décidé de prendre ces comprimés elle-même, elle n'aurait physiquement pas eu la possibilité de le faire par étapes. Les barbituriques commencent à agir en quelques minutes. Prendre 1 ou 2 comprimés, c'est possible. Mais pour atteindre la concentration indiquée dans le rapport, il aurait fallu avaler toute la boîte d'un coup. Or, la personne perd la capacité de bouger et de parler bien avant que la concentration n'atteigne le seuil mortel. Cela exclut la version d'une surdose accidentelle progressive. Le procureur, lors des audiences, demanda à l'expert de préciser « Pouvait-on considérer qu'elle avait pris le médicament consciemment, de son plein gré ?» Le toxicologue répondit sans hésitation « Non, aucune des circonstances n'indique une consommation volontaire. Pas de note, pas d'ordonnance, pas de trace de maladie pour laquelle de tels médicaments auraient pu être nécessaires. De plus, les résultats de l'analyse montrèrent que le médicament avait été dissous dans un liquide. Cela signifie que la substance aurait pu être mélangée à une boisson, et la personne n'aurait même pas senti le goût. Cette phrase changea l'atmosphère dans la salle. Jusqu'à ce moment, la défense avait la possibilité d'affirmer que Sarah aurait pu agir seule, en état de dépression. Après les paroles de l'expert, il devint clair. La version de l'auto-empoisonnement semblait extrêmement improbable. Néanmoins, l'enquête ne se précipita pas pour tirer une conclusion définitive. Formellement, il restait 2 versions possibles, suicide et meurtre. Pour exclure la première, il fallait trouver la source du médicament. Si les comprimés lui appartenaient réellement, peut-être par des ordonnances, par une pharmacie, par des commandes électroniques, alors il aurait encore été possible d'admettre une décision autonome. Mais si les traces menaient à Jonathan, alors l'affaire prenait un caractère définitif. Les enquêteurs demandèrent les données de toutes les pharmacies du comté. Ils vérifièrent même les anciennes commandes en ligne et les dossiers médicaux dans lesquels étaient consignées les prescriptions des médecins. Les employés du parquet notèrent séparément. Ni Sarah ni Jonathan n'avaient jamais acheté quoi que ce soit de semblable. Cela signifiait que le médicament était entré dans la maison par un moyen détourné, très probablement via Internet ou des connaissances. Les experts indiquèrent également un détail important. Le type de barbiturique trouvé avait été retiré de la production légale aux États-Unis depuis longtemps. Il ne pouvait être obtenu que sur le marché noir ou dans les pharmacies d'autres pays où il était encore utilisé en pratique médicale. Cela ouvrait une nouvelle ligne d'enquête, la recherche du fournisseur et de la chaîne d'achat. Maintenant, l'enquête se trouvait devant la dernière et la plus importante étape. Il fallait prouver qui avait obtenu le médicament et comment il s'était retrouvé dans la boisson de Sarah. La réponse à cette question devait déterminer de manière définitive s'il s'agissait d'une décision désespérée de la femme ou d'un acte froidement planifié par son mari. L'enquête entrait dans la phase la plus complexe, une phase où chaque détail pouvait décider du sort de Jonathan Moore. Les enquêteurs commencèrent par l'étape la plus logique, vérifier la version de l'auto-empoisonnement. Si Sarah avait réellement pu prendre le médicament elle-même, alors il devait y avoir quelque part une trace de la façon dont il lui était parvenu. Ils consultèrent tous les documents médicaux des dernières années, dossiers électroniques, extraits, rapports d'assurance. Ils interrogèrent le médecin généraliste qui la suivait, vérifièrent chaque pharmacie du comté. Des grandes chaînes aux petites officines privées où des ordonnances étaient parfois encore écrites à la main. Le travail se déroulait méthodiquement, presque mécaniquement. Des employés du département de la santé publique se joignirent à la demande, comparant la base de données nationale des prescriptions. Mais la réponse fut la même. Aucune ordonnance, aucun achat, ni même de demande pour un tel médicament, ni au nom de Sarah Moore, ni à son adresse de résidence, ni avec sa carte d'assurance. Tout indiquait qu'elle n'avait jamais eu accès à des substances de cette catégorie. Le procureur nota dans son rapport, l'absence d'ordonnance n'était pas une simple formalité. Dans le cas des barbituriques, c'est un point clé. Sans prescription médicale, de tels médicaments ne peuvent être achetés dans aucune pharmacie légale. Et si personne ne les avait prescrits à Sarah, alors elle n'aurait pas pu les obtenir. Cela détruisait presque définitivement la version de l'auto-empoisonnement.
l'enquête se concentra sur Jonathan, dans une maison où ne vivaient-ils que 2 personnes. Tout objet, tout emballage de médicaments a un propriétaire. Et si ce n'est pas elle, alors c'est lui. Les détectives commencèrent à vérifier les dossiers médicaux de Jonathan lui-même, ne s'attendant pas à y trouver quelque chose de grave. Mais la découverte fut plus qu'importante. Dans les archives, ils trouvèrent une note datée du 12 mars 2021, 3 semaines avant la date où Sarah avait prétendument pris un congé de maladie. Jonathan s'était rendu chez un médecin généraliste pour des plaintes d'insomnie et d'anxiété. Le médecin, ne soupçonnant rien d'anormal, lui avait prescrit un somnifère puissant, appartenant au même groupe chimique que la substance trouvée dans le corps de Sarah. Lorsque les enquêteurs reçurent cette information, l'affaire gagna en clarté. Il existait désormais un lien direct entre le suspect et le médicament qui avait causé la mort de sa femme. L'inscription dans le dossier médical, la date coïncidant avec le début du crime présumé et la substance, parfaitement identique en composition à celle retrouvée, c'était en fait une chaîne construite pas à pas. Les détectives se rendirent chez le médecin qui avait délivré cette ordonnance. Il fut convoqué pour un interrogatoire afin de préciser les détails de la visite. Le médecin était calme, sûr de lui, avec une bonne mémoire des patients. Il se souvint immédiatement de Moore. Selon lui, il était venu soigner, poli, un peu réservé. Il avait dit qu'il n'avait pas dormi depuis plusieurs semaines en raison d'une période de stress intense au travail, qu'il ressentait une anxiété et une fatigue constantes. Selon tous les signes, il aurait pu s'agir d'un cas d'épuisement nerveux. Le médecin nota que le patient semblait excessivement composé, comme s'il s'efforçait trop de donner l'impression d'une personne qui se maîtrisait. Mais à ce moment-là, cela ne suscita pas de soupçon, le stress et l'insomnie étant monnaie courante. Il lui prescrivit un traitement court, une quantité minimale de comprimés, pour retrouver le sommeil. Maintenant, ce détail prenait un tout autre sens. L'enquête établit qu'après avoir obtenu la prescription, Jonathan avait acheté le médicament à la pharmacie, mais qu'il n'y avait eu aucune visite de suivi chez le médecin. Ni plainte, ni examen de contrôle. En substance, il avait disparu du champ de vision du système médical dès qu'il eut obtenu le médicament dont il avait besoin. Quand tout cela fut rassemblé en une seule ligne, le tableau devint presque évident. Jonathan s'était préparé à l'avance. Il n'avait pas acheté la substance sur le marché noir, n'avait pas cherché de voies détournées. Il avait simplement utilisé un système légal. Plainte, ordonnance, achat. Tout semblait propre. Mais maintenant, avec la coïncidence des dates et des événements clés, il était clair ce n'était pas un hasard. C'était un pas fait avec intention. Les enquêteurs notèrent que les dossiers médicaux de Jonathan ne mentionnaient auparavant ni insomnie, ni visite chez des psychiatres, ni ordonnance pour des médicaments puissants. Son stress au travail s'avéra un prétexte inventé. Par l'intermédiaire du médecin, il avait obtenu l'accès à la substance qui devint par la suite l'instrument du crime. Après cela, l'enquête enregistra officiellement. Jonathan Moore avait obtenu le médicament par la tromperie, abusant de la confiance du médecin. Ce fait consolida juridiquement le motif de préméditation. Il avait désormais l'accès, la possibilité et le temps de faire ce qu'il avait fait. Pour les enquêteurs, cela ne signifiait qu'une chose. Le moment était venu de chercher la raison pour laquelle il était allé jusqu'à cela. Car lorsque l'aspect technique du crime est clair, il ne reste qu'une seule question. Pourquoi ? Et c'est précisément cette question qui devait mener l'enquête à la dernière, la plus profonde partie de cette histoire, au mobile qui sous-tendait toutes les actions de Jonathan Moore. Les enquêteurs décidèrent de vérifier l'histoire qui avait lancé toute cette chaîne, ce fameux stress au travail, pour lequel Jonathan se serait soi-disant adressé à un médecin. Cela semblait trop banal pour être un mensonge, mais trop commode pour ne pas éveiller les soupçons. Ils contactèrent son employeur, une grande entreprise informatique où Moore travaillait depuis près de 7 ans. Son chef répondit sans hésitation. Jonathan était l'un des employés les plus stables, toujours ponctuel, sans la moindre réprimande, sans conflit. Il ne buvait pas, n'était jamais en retard, ne se disputait pas avec ses collègues. De plus, 1 mois avant la prescription, il avait reçu une prime pour l'achèvement réussi d'un projet. Il n'y avait aucun signe d'épuisement émotionnel dont il avait parlé au médecin. Au service des ressources humaines, ils montrèrent une copie d'un questionnaire interne où les employés indiquaient annuellement leur état psychologique. En mars de la même année, Moore avait écrit un seul mot, « calme ». Autrement dit, exactement au moment où il se plaignait au médecin d'insomnie et d'anxiété, en réalité, tout allait parfaitement bien pour lui. Cela prouvait de manière concluante. L'histoire du stress n'était qu'un écran de fumée.
Il avait menti pour obtenir le médicament nécessaire. Et il l'avait fait à l'avance, avec un sang-froid qui effrayait désormais même les enquêteurs expérimentés. Lorsque cette version fut vérifiée, l'attention se déplaça vers un autre aspect, leur vie personnelle. Dès le début, l'affaire avait été perçue comme l'histoire d'un couple apparemment heureux. Personne n'avait entendu de dispute, il n'y avait pas eu de plainte, aucune plainte à la police non plus. Mais de telles affaires sont rarement sans faille. Les détectives décidèrent de retourner voir les proches de Sarah et de leur parler une fois de plus, en tenant compte des nouvelles données. Cette fois, la conversation fut tout autre. La sœur de Sarah, Melissa, parla avec prudence, mais sa voix tremblait. Elle raconta que quelques semaines avant la disparition, elles avaient eu une longue conversation. Sarah avait avoué qu'elle était fatiguée du contrôle constant. Selon elle, Jonathan avait commencé à vérifier de manière obsessionnelle où elle était, qui elle rencontrait, ce qu'elle écrivait. Elle avait dit qu'elle avait besoin d'espace, ne serait-ce que vivre un peu séparément pour faire le point sur elle-même. Melissa avait alors pensé que c'était une crise ordinaire, que le couple s'était simplement disputé. Mais maintenant, ces mots résonnaient différemment, comme le présage d'un cauchemar imminent. Les enquêteurs trouvèrent de confirmation de cela dans la correspondance de Sarah. Dans une messagerie synchronisée avec le cloud, des messages envoyés à une amie avaient été conservés. Elle y écrivait que Jonathan était devenu différent, silencieux, froid, mais en même temps omniprésent. Il n'élevait pas la voix, ne faisait pas de scène. Il se contentait d'observer, toujours à ses côtés, sachant toujours où elle était, même s'il ne devait pas le savoir. Elle se plaignait de se sentir piégée, comme si chacun de ses pas était enregistré. Cette information renversa la perception de leur relation. Ce « mariage idéal » dont parlaient les voisins s'avéra être une façade soigneusement construite. En réalité, un mur invisible grandissait entre eux, son désir de liberté et son besoin maniaque de la retenir. Les psychologues qui conseillèrent l'enquête qualifieront plus tard cet état de dépendance pathologique. Moore n'avait pas les accès d'agressivité habituels des jaloux. Il ne contrôlait pas par la force, il contrôlait par la présence. Il vivait littéralement pour être à ses côtés, se dissolvant dans son espace jusqu'à la disparition complète des frontières. Lorsque les détectives confrontèrent ces faits à son mensonge concernant l'ordonnance, tout s'aligna. Il savait qu'elle allait partir. Il comprenait que, si cela arrivait, il resterait seul. Et c'est précisément cela, selon les experts, qui était insupportable pour lui. Jonathan avait depuis sa jeunesse un type de personnalité anxieux, une forte dépendance aux relations proches et une peur obsessionnelle de la solitude. En termes psychologiques, un syndrome panique de perte de l'objet d'attachement. Melissa se souvint d'un autre détail. Lors de cette dernière conversation, Sarah avait prononcé une phrase « Il ne peut pas être seul, c'est ce qui lui fait le plus peur ». Elle l'avait dit alors avec pitié et non avec peur. Elle ne pensait pas que cette peur pût devenir destructrice. Pour l'enquête, tout devint évident. Son mobile n'était pas lié à l'argent, à l'héritage ou à la jalousie au sens habituel. Ce n'était pas un coup de colère ou une impulsion, c'était la peur de la perte, poussée à l'extrême pathologique. Il ne voulait pas qu'elle parte, ne pouvait pas imaginer qu'elle ne soit plus à ses côtés. Et c'est pourquoi il avait choisi un moyen par lequel elle resterait pour toujours, même si ce n'était pas vivante, mais toujours à ses côtés. Lorsque tous ces éléments furent réunis en une seule ligne, l'enquête eut un aperçu complet de l'affaire. Le mensonge au médecin, le médicament obtenu à l'avance, le contrôle, l'isolement et cette peur pathologique qui l'avait poussé au bord du gouffre. Jonathan Moore avait tout, le moyen, l'accès et le mobile. La prochaine étape de l'enquête devait confirmer le plus important, non seulement comment il avait fait cela, mais aussi depuis combien de temps il se préparait à cette étape. Lorsque l'enquête eut rassemblé tous les fils, vint le moment que tous les participants de l'affaire évitaient. Le deuxième interrogatoire de Jonathan Moore. Le premier avait été presque inutile. Il se taisait, parfois acquiesçait, parfois prononçait la même chose. Je ne voulais pas qu'elle parte. Alors, l'enquêteur avait décidé de ne pas le brusquer. Il comprenait que de telles personnes avouaient rarement sous une pression directe. Il fallait attendre qu'il n'ait plus aucune ligne de défense. Et ce jour était arrivé. L'interrogatoire se déroula dans une pièce ordinaire avec une vitre et une caméra au plafond. Pas d'effets spéciaux, juste 2 personnes et une pile de documents. L'enquêteur posa devant lui un dossier, épais, avec l'inscription « Moore, Jonathan, affaire numéro 432 ». Il l'ouvrit et commença à parler calmement, sans menace, sans emphase. Il se contentait d'énumérer les faits. D'abord, le rapport du médecin légiste,
puis les résultats de l'analyse toxicologique, ensuite les données sur l'ordonnance délivrée au nom de Moore, puis l'impression de la correspondance de Sarah où elle écrivait à sa sœur qu'elle craignait de suffoquer dans cette maison. Jonathan écoutait en silence. Il n'interrompait pas, ne niait pas. Il restait simplement assis, les yeux baissés. Sur son visage, ni colère, ni peur, seulement de la fatigue. L'enquêteur continua, sans changer d'intonation. Il savait que le silence dans une telle situation était plus efficace que n'importe quel mot. Lorsque tous les faits furent énoncés, il dit brièvement « Tout cela, ce sont tes actions. Tout ce qui s'est passé a commencé par ta décision. » À ce moment, Jonathan releva la tête. Pendant longtemps, il se contenta de regarder l'enquêteur comme s'il pesait quelque chose en lui. Puis, pour la première fois, il parla. « Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je voulais juste qu'elle reste. » Cette phrase devint le point de départ d'une nouvelle étape. Il ne nia pas avoir donné le médicament à Sarah, mais il s'empressa d'expliquer que ce n'était pas un acte intentionnel. Selon lui, il se disputait de plus en plus souvent, et ce soir-là, elle avait fait ses valises, s'apprêtant à partir chez sa sœur. Il affirma qu'il l'avait persuadée de boire un peu de vin pour se calmer, et qu'il avait ajouté le somnifère pour qu'elle puisse dormir. Il dit qu'il voulait juste que tout ralentisse, pour qu'il ne prenne pas de décision sous le coup de l'émotion. L'enquêteur écoutait sans l'interrompre. Il laissa Moore s'exprimer. Jonathan raconta qu'après que Sarah se fut endormie, il resta assis à ses côtés, attendant qu'elle se réveille, mais elle ne se réveilla plus. Alors, selon lui, il fut désorienté. Il n'appela pas les médecins, ne prévint pas la police. Au lieu de cela, il décida qu'elle était simplement restée avec lui. À ces mots, la salle d'interrogatoire sembla se remplir d'un silence qu'on ne pouvait briser. L'enquêteur fit une pause, puis dit calmement « Si tu savais que ce médicament pouvait être dangereux, tu comprenais comment tout cela allait se terminer ?» Jonathan répondit « Je pensais que la dose était faible. Je les prenais moi-même quand je n'arrivais pas à dormir. Ce détail, je les prenais moi-même, devint essentiel. » Il prouvait qu'il comprenait parfaitement la puissance du médicament, car il affirmait lui-même en connaître l'effet. Il se privait ainsi de sa dernière ligne de défense, l'ignorance. Il tenta de présenter le tout comme un accident, comme si c'était juste une erreur tragique, pas un meurtre, mais une sollicitude poussée à la folie. Il dit qu'il aimait Sarah, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, qu'il voulait juste la retenir encore un peu. Dans ses paroles, il n'y avait ni remords, ni colère, ni tentative de se justifier, seulement une logique déformée d'un homme qui ne voit pas la frontière entre l'amour et le contrôle. Le procureur, en regardant l'enregistrement de l'interrogatoire, dira plus tard que c'était un exemple typique de reconnaissance partielle. Lorsque le suspect accepte les faits, mais en change le sens. Il reconnaît les actions, mais nie l'intention. C'est une ligne de défense dangereuse. Si le tribunal croyait à l'accident, l'accusation de meurtre pourrait s'effondrer. Alors, il ne resterait que l'article sur les coups et blessures involontaires, et la peine serait bien plus clémente. L'enquête comprenait. Maintenant, tout dépendait d'une seule chose. Pourrait-il prouver que Jonathan savait exactement quelle dose il donnait? Pour cela, il fallait trouver des traces de préparation, des recherches sur Internet, des notes, des mémos, des correspondances, tout ce qui indiquerait qu'il était conscient de la puissance du moyen. Après l'interrogatoire, l'enquêteur sortit de la pièce, laissant Moore seul. La caméra continuait d'enregistrer. On voyait sur la vidéo qu'il restait immobile, ne bougeait pas, ne parlait pas. Environ 10 minutes plus tard, il sortit de sa poche une bague, féminine, simple, en argent. Il la fit tourner longtemps entre ses doigts, puis la posa sur la table et ferma les yeux. Cette scène n'apparut pas dans le rapport, mais les enquêteurs, en visionnant l'enregistrement, la notèrent séparément. L'un d'eux dit doucement « C'est à ce moment-là qu'il a compris que tout était fini. Pour l'enquête, l'interrogatoire marqua un tournant. Ils avaient une reconnaissance du fait. Il avait effectivement donné le médicament. Mais maintenant, il fallait franchir l'étape principale, prouver que ce n'était pas un accident. Qu'il ne s'était pas trompé de dose, ne s'était pas embrouillé, ne voulait pas simplement endormir, mais avait choisi consciemment cette voie. C'était la dernière, la plus fine des limites. Et c'est elle qui devait déterminer qui Jonathan Moore deviendrait dans l'histoire. Un homme ayant commis une erreur involontaire, ou un homme qui avait froidement décidé qu'une personne aimée n'avait pas le droit de partir. Quand l'interrogatoire fut terminé, les enquêteurs comprenaient, ils avaient un aveu d'action, mais aucune preuve directe que Jonathan Moore savait comment tout allait se terminer.
Ces paroles pouvaient être interprétées de différentes manières et sans confirmation concrète, cela restait une zone de doute. Dans de telles affaires, même le plus petit détail décide du sort de l'accusation. Il fallait trouver non seulement une preuve, mais une trace de pensée. Et si une telle preuve pouvait exister quelque part, ce ne pouvait être que dans ces traces numériques. Les experts du département de cyberanalyse eurent accès à l'ordinateur portable de Jonathan, saisi le jour de la perquisition. À première vue, un appareil ordinaire, soigné avec un minimum de fichiers personnels, un bureau propre, un ensemble standard de programmes. Mais les spécialistes savaient qu'un ordinateur propre ne signifie pas vide. Chaque requête, chaque page ouverte laisse une trace numérique, même si l'utilisateur l'a supprimée. Il fut décidé de procéder à une récupération complète des données, y compris les fichiers temporaires, le cache du navigateur et les restes des requêtes de recherche. La procédure dura plusieurs jours. L'ordinateur fut connecté à une station d'analyse de données spécialisée qui reconstituait petit à petit les fragments effacés de l'historique. Les premières 24 heures, rien n'apparut, seulement des traces routinières, opérations bancaires, paiement de factures, connexion à la messagerie, quelques commandes sur Amazon. Mais le troisième jour, l'un des experts remarqua une combinaison de mots familières dans la liste des requêtes supprimées. D'abord, barbiturate dosage, puis How long before barbiturate overdose takes effect? Date, mars 2021. Ensuite, davantage. En 1 heure, plus d'une dizaine de requêtes furent récupérées de la mémoire de l'appareil. Toutes concernaient un même sujet, les dosages, les symptômes, les conséquences et le temps d'action des somnifères. Parmi elles, une requête faite 2 jours avant la disparition de Sarah, Fatal dose of secobarbital, et un peu plus tard, How to make someone sleep for a long time without pain. Pour les enquêteurs, ce n'était pas une simple coïncidence, mais le maillon final, la date coïncidant avec la prescription, la substance chimique, la même que celle trouvée lors de l'expertise, et, le plus important, l'intention enregistrée en temps réel. Il ne s'était pas simplement trompé de dose, il avait cherché à l'avance des informations sur la quantité nécessaire pour qu'une personne ne se réveille pas. Lorsque l'expert apporta le rapport, un silence de mort régna dans le bureau. Le procureur, feuilletant les pages imprimées, s'arrêtait sur chaque ligne, comme sur un coup de marteau. Tout ce qui sonnait auparavant comme une version de la défense s'effondra en un instant. Sa phrase lors de l'interrogatoire, « Je pensais qu'elle s'endormirait simplement », semblait désormais non pas une justification naïve, mais un mensonge cynique, car quelques jours auparavant, il avait lui-même tapé dans la recherche. Combien de temps dure une surdose ? Les enquêteurs vérifièrent minutieusement les métadonnées pour s'assurer que les requêtes lui appartenaient réellement. Le journal d'activité enregistra. Toutes avaient été effectuées depuis son compte personnel, de nuit via le Wi-Fi domestique, c'est-à-dire pas depuis un appareil étranger, pas sous un nom d'emprunt. Il était lui-même devant son ordinateur portable, tapant ses phrases et lisant les pages trouvées. Certaines pages furent ouvertes plusieurs fois, ce qui signifiait qu'il y revenait, les relisait, les mémorisait. Ces données servirent de base à un nouveau rapport qui devint un tournant de l'affaire. Il y était clairement indiqué « Les actions du suspect portent les marques d'une planification consciente et d'une préparation préalable. » Dans la pratique juridique, cela s'appelle la préméditation, une intention délibérée et réfléchie. C'est ce mot qui devint la clé. Il distingue une tragédie accidentelle d'un meurtre. Lorsque le procureur reçut les résultats de l'expertise, il prononça une phrase qui fut consignée dans les dossiers de l'affaire. « C'est tout. Maintenant, nous n'avons pas seulement une histoire, mais la preuve d'une pensée. » La version de Jonathan concernant un concours de circonstances malheureux perdit tout son sens. Aucun tribunal n'accepterait l'explication d'une surdose accidentelle quand se trouve sur la table une impression de ses recherches sur les doses mortelles. C'était la preuve même qui manquait à la plupart des affaires similaires. Non pas des empreintes, non pas des traces, mais une pensée, enregistrée par une machine. À partir de ce moment, l'enquête passa du stade de la recherche à celui de la préparation du procès. Maintenant, tout ce qu'il restait à faire à l'enquête, c'était de reconstituer la chronologie des événements minute par minute pour prouver Jonathan Moore non seulement savait ce qu'il faisait, mais avait pris une décision consciente, et il l'avait fait de sang-froid, sans craquage, sans panique, en planifiant chaque détail à l'avance. Lorsque Jonathan fut conduit au dernier interrogatoire, un silence particulier régnait dans la pièce, non pas tendu, mais dense, presque visqueux.
Ceux qui travaillaient sur de telles affaires savaient. C'est ainsi que cela se passe quand tout est déjà décidé. L'enquêteur ne cherchait ni à discuter, ni à persuader. Il devait simplement lui présenter un miroir dans lequel se reflèterait tout ce qu'il avait tenté de cacher pendant 8 mois. Un dossier mince fut posé sur la table, blanc, presque innocent d'apparence. Pas de rapports épais, pas de grands mots, juste quelques feuilles imprimées. L'enquêteur le poussa vers Jonathan et se pencha en arrière sur sa chaise. Pas une seule phrase, pas une seule explication, seulement le silence et le papier. Jonathan baissa les yeux. Au début, il les laissa simplement glisser sur le texte, ne réalisant pas tout de suite ce qu'il avait devant lui. Puis, son regard s'accrocha aux premières lignes. « How long does barbiturate overdose last ?» Et soudain, quelque chose changea, comme s'il comprenait que ce n'était pas juste un ensemble de mots, mais la trace de sa propre pensée. Il tourna la page, puis une autre. Il y avait des dates, de mars, d'avril, des requêtes, létale dose, How to make someone sleep without pain, symptoms before overdose. Il lisait sans lever les yeux. Le temps semblait s'être arrêté. Même la caméra, posée dans un coin, enregistrait ce silence, car les mots étaient désormais superflus. L'enquêteur se taisait. L'avocat se taisait. Jonathan aussi. Il regardait simplement les impressions, et à la façon dont ses doigts se crispaient, on voyait, chaque requête était un coup. Finalement, il dit doucement, « Vous ne comprenez pas. Je ne voulais pas que tout se termine ainsi. » Cette phrase résonna comme l'écho d'une vieille justification déjà inopérante. Elle n'avait aucun poids, car devant lui se trouvaient les preuves qu'il savait tout à l'avance. L'enquêteur ne répondit pas. Il se contenta de refermer le dossier et, le repoussant légèrement, dit calmement, « Ce sont tes mots. Seulement écrits non pas ici, mais là. » La pause s'éternisa. L'avocat se pencha, dit quelque chose doucement, presque à voix basse. Jonathan écoutait, sans réagir. Son visage était devenu immobile, comme s'il ne résistait plus. Quelques minutes, il resta simplement assis, puis hocha la tête. Dans ce mouvement, il y avait quelque chose de définitif. Le dictaphone fut lancé. Le clic du bouton marqua le début de sa confession. Il parla lentement, comme quelqu'un qui a du mal à trouver ses mots, car chacun d'eux était comme un pas sur ses propres traces. Il raconta qu'1 mois avant la tragédie, leur relation s'était définitivement brisée. Sarah allait partir. Il avait tenté de la convaincre de rester, lui promettant que tout changerait. Mais elle avait déjà pris sa décision. Et alors, une pensée lui était venue à l'esprit, étrange, absurde, mais obsédante. Il pensait que s'il pouvait les arrêter, ne serait-ce que pour un temps, elle changerait d'avis. Il commença à chercher des moyens, d'abord inoffensifs, des tranquillisants, du thé aux herbes, des conversations. Puis, plus fort, il avoua qu'un jour, ne supportant plus, il avait tapé dans le moteur de recherche « Barbiturate Sleep Dose ». Ce fut le premier pas, après lequel il n'y eut plus de retour en arrière. Il trouva un article expliquant qu'une certaine quantité provoquait un sommeil profond. Au début, il voulait juste l'endormir pour la nuit, pour souffler. Puis, il commença à lire plus loin, sur les overdoses, sur les concentrations. Et plus il en apprenait, plus il se persuadait de contrôler la situation. Il raconta la soirée où tout s'était passé. Ils s'étaient de nouveau disputés. Sarah avait dit qu'elle partirait le matin. Il avait pris une bouteille de vin, lui avait proposé de boire pour se calmer, puis les comprimés. Juste pour dormir, lui avait-il dit. Il se souvint même comment elle avait souri, fatiguée, et avait demandé « Et toi aussi tu en prends ?» Il avait hoché la tête, mais lui n'en avait avalé qu'un seul. Ensuite, il resta assis à ses côtés, la regarda s'endormir, lui dit que tout irait bien. Et quand elle cessa de respirer régulièrement, il pensa que c'était juste un sommeil. Il resta longtemps assis, immobile. Les heures passèrent, mais il ne fit rien. Le matin, quand il comprit qu'elle ne se réveillait pas, il n'appela personne. Il dit « Je ne pouvais pas admettre que tout était fini. Je voulais qu'elle reste, d'une manière ou d'une autre. » Il prononça cela avec un calme si froid, comme s'il ne parlait pas de lui, mais de quelqu'un d'autre. L'enquêteur nota plus tard dans le rapport la distance psychologique entre le sujet et l'acte commis presque totale. Cela signifiait qu'il était conscient de ce qu'il avait fait, mais ne ressentait aucun lien entre l'acte et lui-même. Quand l'enregistrement fut terminé, il resta longtemps silencieux. Puis, il demanda doucement à son avocat si son aveu relèverait d'un accord. L'avocat hocha la tête. Le procureur était en effet prêt à l'envisager, si les témoignages confirmèrent les détails de l'enquête, et ils correspondaient jusque dans les moindres détails. L'heure des requêtes,
la concentration de la substance, le dosage. Tout concordait. Même les petites choses, l'emballage de comprimés, trouvé dans le placard, correspondait à la description qu'il avait donnée lors de sa confession. Ainsi se termina la partie de l'enquête. Jonathan signa le procès-verbal, et pour la première fois de l'affaire, la dernière page apparut dans le dossier. Affaire prête à être transmise au tribunal. Pour les enquêteurs, ce fut un moment d'achèvement. Pour lui, le début du compte à rebours. Tout ce qu'il avait tenté de retenir, tout ce qu'il considérait comme de l'amour, s'était transformé en preuve. Chacune de ses tentatives de garder Sarah devint une pièce à conviction contre lui. Ce soir-là, alors que l'enquêteur quittait le département, il dit à un collègue « Il voulait la garder pour toujours, et il l'a fait, seulement pas comme il l'avait imaginé. » Cette phrase fut le point final de l'affaire Jonathan Moore, l'histoire d'un homme qui avait confondu l'amour avec la possession et, en tentant de retenir la vie, l'avait détruite à jamais. Après l'aveu de Jonathan, l'enquête put enfin reconstituer cette nuit. Pas à pas, heure par heure. Tout ce qui n'existait auparavant que sous forme de bribes de preuves et de suppositions se transforma désormais en un tableau précis, froid et calculé, comme un scénario écrit bien avant la tragédie. Le 5 avril 2021. Une soirée ordinaire, à première vue en rien différente de centaines d'autres. Sarah était rentrée vers 19h, fatiguée, irritée après une longue conversation avec sa sœur. Selon les témoins, ces dernières semaines, elle avait souvent discuté avec elle de la façon dont elle vivrait seule, louerait un appartement plus près de son travail. Jonathan, au contraire, se comportait étrangement calmement. Il semblait avoir accepté sa décision, ne discutait pas, ne la suppliait pas. Ce calme fin devint un piège. Vers 21h, il dînait. La cuisine était silencieuse. Sarah lui dit qu'elle partirait le matin, qu'elle rassemblerait simplement ses affaires et irait chez sa sœur. Jonathan répondit « D'accord, c'est peut-être mieux ainsi. Essaie de te reposer de moi. » Son ton était presque doux, conciliant. Il proposa même de lui faire du thé, pour la nuit, pour se calmer. Sarah accepta. Cela semblait un geste de réconciliation, une tentative de terminer la journée sans cri. Elle ne savait pas que la tasse qu'il avait posée devant elle serait la dernière. Pendant que la bouilloire sifflait, il sortit du placard de l'infirmerie un paquet de somnifères, ces mêmes comprimés, obtenus sur ordonnance 3 semaines auparavant. Il en écrasa plusieurs en poudre, les versa délicatement dans la tasse de son thé à la camomille préférée et mélangea pour qu'il n'y ait pas de traces. Il fit cela calmement, sans hâte. Il connaissait la dose, savait ce qui allait se passer, et, le plus effrayant, n'essaya pas de s'arrêter. Quand Sarah revint dans la cuisine, tout était prêt. Elle le remercia, prit la tasse des 2 mains et but une première gorgée. Selon l'aveu de Jonathan, à ce moment, il la regarda et ressentit un soulagement. Il croyait vraiment qu'il allait simplement arrêter le temps. Ils parlèrent un peu, de bagatelles, de ses projets, de la maison qu'elle allait quitter. Puis, elle dit qu'elle était fatiguée et alla dans la chambre. Jonathan resta dans la cuisine. Quelques minutes, il s'assit dans un silence complet. Puis, il se leva, rangea la tasse dans l'évier et monta lentement. Dans la chambre, une lampe était allumée. Sarah était déjà allongée sous la couverture, les yeux fermés, la respiration régulière. Il s'assit au bord du lit et, comme il le raconta plus tard, attendit qu'elle s'endorme. 1 heure passa, puis une 2e. Il remarqua que sa respiration devenait rare, puis à peine audible. Mais il n'appela personne. Il resta simplement assis à ses côtés. Le matin, selon ses dires, tout autour semblait mort. Un silence régnait dans la maison qu'il ne pouvait briser. Il s'approcha du lit, regarda Sarah et comprit qu'elle ne se réveillerait plus. Et à ce moment-là, quelque chose en lui sembla basculer. Au lieu d'appeler les secours, il se rendit au bureau, alluma son ordinateur portable et ouvrit sa messagerie. Il y écrivit une courte lettre. « Je dois prendre un congé de maladie, je ne me sens pas bien. » Il l'envoya à l'adresse de sa patronne et ferma l'ordinateur. Ce fut le premier pas de sa nouvelle réalité inventée. Il commença à agir comme quelqu'un qui maîtrisait la situation. Il paya les factures. Il alla au magasin, il nettoya les traces dans la cuisine. Le même jour, il commanda sur Internet plusieurs désodorisants et assainisseurs d'air, comme le découvrirent d'un plus tard les enquêteurs, pour masquer l'odeur lorsque les processus irréversibles commenceraient. Il ne vivait plus comme un criminel cachant son acte. Il vivait comme si rien ne s'était passé. La nuit, il s'asseyait dans le salon, regardait de vieux films qu'ils aimaient. Il préparait le dîner pour 2, mettait les couverts, versait 2 verres de vin. Puis, il éteignait la lumière et montait,
dans cette même chambre où Sarah gisait toujours. Les experts judiciaires noteront plus tard. Cette étape, ce n'est pas seulement la dissimulation de traces. C'est une fixation psychologique, une tentative de construire un monde propre où la perte n'existe pas. C'est ici que commence le paradoxe macabre de l'affaire Moore. Il ne fuyait pas la maison, n'essayait pas de se débarrasser des preuves. Il essayait de maintenir l'illusion. C'est pourquoi son histoire frappe à tant l'enquête. Elle ne contenait pas la logique habituelle du crime, le profit, l'affect, l'intérêt. Il n'y avait qu'un sentiment d'attachement déformé, qui s'était transformé en une attente éternelle. Quand le procureur eut achevé la reconstitution, le silence régnait dans la salle. Sur l'écran, où était affichée la chronologie, la ligne rouge marquait la soirée du 5 avril. Le point de départ de tout. Suivirent avril, mai, juin, juillet, 8 mois de silence. Et seulement à l'automne, lorsque les voisins commencèrent à se plaindre de l'odeur, l'illusion s'effondra. Cette reconstitution ne fut pas seulement la conclusion de l'enquête, mais la clé de la compréhension de toute l'histoire. C'est en elle que se révéla une symétrie macabre. La nuit où Sarah s'endormit pour toujours marqua le début de la nuit où Jonathan vécut tous les mois restants. La maison, où résonnait autrefois le rire, se transforma en un lieu où le temps s'était arrêté. Ainsi, les enquêteurs mirent le point final à la chronologie, du thé du soir à la lettre de son courrier électronique, de la tromperie au silence. 8 mois plus tard, la réalité le rattrapa, et maintenant, tous les événements étant reconstitués, il ne restait plus qu'une chose, attendre le verdict. L'audience du procès de Jonathan Moore commença début novembre. Dehors, ce jour-là, il faisait un froid glacial, et le bâtiment du tribunal de district paraissait particulièrement sombre, gris, comme imprégné de centaines d'histoires étrangères. Un silence tendu régnait dans la salle lorsque l'huissier ouvrit la porte et fit entrer Moore. Il semblait vieilli. Au cours de ces mois, son visage s'était creusé, ses épaules s'étaient voûtées. Il portait un costume gris, pas l'uniforme de la prison. La défense avait insisté pour qu'il se présente devant le tribunal comme un homme et non comme un détenu. Conformément aux termes de l'accord, Jonathan plaida entièrement coupable. Cela dispensa le tribunal d'entendre des dizaines de témoins et d'experts, mais ne le dispensa pas du fond de l'affaire. Le procureur exposa néanmoins chaque détail, étape par étape, comme déroulant à nouveau une histoire que le public connaissait déjà par les bulletins. Sur la table devant le juge se trouvaient d'épais dossiers de documents, le rapport toxicologique, l'extrait de la pharmacie, les procès-verbaux d'interrogatoire, les impressions des requêtes de recherche, les photographies de la cuisine, de la chambre, les notes écrites au nom de Sarah. Le procureur parla calmement, sans emphase. Il ne chercha pas à jouer sur les émotions, car les preuves parlèrent d'elles-mêmes. Il décrivit comment Jonathan s'était méticuleusement préparé, comment il avait étudié à l'avance les dosages, comment il avait calculé le temps d'action du médicament. Il souligna qu'après les faits, l'accusé n'avait entrepris aucune tentative pour appeler à l'aide, mais avait plutôt lancé une campagne réfléchie pour dissimuler ce qui s'était passé. Pour chaque chef d'accusation, il y avait une référence à des preuves, sèchement, sans conjecture. Quand ce fut le tour de la défense, l'avocat se leva et parla d'une voix douce. Il ne nia pas les faits, il était impossible de les nier. Sa stratégie était autre, non pas justifiée, mais expliquée. Il parla de l'état mental de Moore, de sa peur obsessionnelle de la solitude, du fait qu'il n'était pas un meurtrier de sang-froid, mais un homme dont la réalité était déformée par la pression des émotions. L'avocat demanda au tribunal de faire preuve de clémence, non par compassion, mais par compréhension de la faiblesse humaine. Il rappela que les experts avaient diagnostiqué chez Moore un trouble de la personnalité grave, à la limite de la dépendance pathologique, que son acte n'avait pas été dicté par une intention malveillante, mais par le désespoir. Il ne voulait pas tuer, dit l'avocat. Il voulait arrêter ce qu'il craignait le plus, la perte. Le procureur répondit brièvement. Dans ces mots, il n'y avait ni colère, ni théâtralité. Il nota seulement « Un trouble n'annule pas la conscience. Une personne qui recherche à l'avance des informations sur les doses et les délais d'action d'un poison comprend ce qu'elle fait. Elle n'est pas en état d'affect, elle est dans le calcul. » Le juge écouta en silence. Aucune irritation ni pitié ne se reflétait sur son visage, seulement de l'attention. Devant lui se trouvait la conclusion des psychiatres, un rapport épais de dizaines de pages qui exposait toute l'histoire de la maladie, les traumatismes infantiles, le caractère, les tests, les entretiens. La conclusion principale du document était claire.
Le trouble de la personnalité existant n'excluait pas la capacité à comprendre la nature et les conséquences des actions commises. Au moment de l'acte incriminé, le sujet était en état de responsabilité pénale. Cela signifiait, il comprenait ce qu'il faisait et aurait pu s'arrêter. Mais il ne s'arrêta pas. Le juge nota également les circonstances aggravantes, la préméditation, la dissimulation de preuves, l'abus de confiance de la victime. Tout cela indiquait un haut niveau de conscience. La tentative de la défense de présenter l'acte comme une crise émotionnelle parut peu convaincante. Un silence tomba dans la salle lorsque le juge annonça la pause avant la lecture du verdict. 1 heure plus tard, l'audience reprit. Jonathan se tenait debout, la tête baissée. Le juge lut le verdict lentement, comme pesant chaque mot. Il le déclara coupable d'homicide volontaire au 1er degré. La formulation était stricte. Commis avec préméditation, sans circonstances atténuantes, avec dissimulation ultérieure des traces du crime. Une pause. Puis vint l'essentiel. 28 ans de privation de liberté sans droit à la libération anticipée pendant les 20 premières années. Personne n'applaudit dans la salle, personne ne protesta. Juste le silence. Le juge enleva ses lunettes et dit doucement « Vous avez ôté la vie à celle que vous deviez protéger. Ce n'est pas une maladie, c'est un choix. » Jonathan écouta le verdict sans prononcer un mot. Quand le convoi s'approcha, il regarda la salle. La sœur de Sarah y était assise. Dans son regard, il n'y avait ni colère, ni soulagement, seulement de la fatigue. Il croisa son regard, baissa la tête et partit. Sur ce, la partie juridique de l'affaire était terminée. L'enquête se termina par un verdict, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Elle resta dans la mémoire de ceux qui avaient assisté à ce processus, comme un exemple de la distance que peut parcourir un homme en essayant de retenir celui qui a déjà décidé de partir. Ainsi se termina l'un des procès les plus sombres et étranges du comté, non pas retentissant, non pas sensationnel, mais laissant derrière lui une sensation de froid, comme si la vérité ici n'avait pas tant été révélée que mise à nu. Une autre page allait maintenant s'ouvrir, une vie sans illusion, et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, pour la première fois depuis longtemps, une vie honnête. Après la lecture du verdict, Jonathan Moore fut transféré dans un établissement correctionnel de haute sécurité dans le nord de l'État du Maine, une vieille prison austère, perchée sur le flanc d'une colline, où la neige balaie en hiver et le vent froid souffle de la baie en été. Il fut escorté là-bas tôt le matin, sans bruit inutile, accompagné de 2 officiers. Il ne résista pas et ne tenta pas de parler. Selon le gardien, tout le long du trajet jusqu'à la prison, il resta immobile, regardant par la même fenêtre, comme s'il y voyait non pas la route, mais son propre passé. Au centre correctionnel, il fut placé dans une cellule individuelle, car les personnes condamnées pour des crimes contre des proches sont souvent la cible de pression de la part des autres détenus. Les premières semaines, il quitta rarement sa cellule. Puis, il commença à lire. Une bibliothèque était à sa disposition en prison. Et, étrangement, il choisit des livres de philosophie et d'éthique religieuse. Il écrivait parfois des lettres, mais elles n'avaient non pas de destinataire. Il n'avait plus de famille, plus d'amis. La plupart des lettres lui étaient retournées, avec la mention « destinataire parti ». La famille de Sarah, sa sœur et sa mère, après la fin de toutes les procédures légales, obtint enfin l'autorisation de récupérer ses restes. Elles organisèrent une cérémonie d'adieu en cercle restreint, sans presse, sans caméra. Ce fut une cérémonie silencieuse, une simple urne en bois, quelques mots, et le vent qui chassait les feuilles sur la terre humide du cimetière. Après cela, elles quittèrent la ville. Elles déménagèrent dans un autre état, changèrent d'adresse. Pour elles, tout cela n'était pas seulement un traumatisme, c'était une vie qui s'était un jour interrompue et n'avait plus jamais repris. La maison où tout s'était passé resta scellée pendant près d'1 an. Lorsque l'enquête fut terminée et que les experts levèrent l'interdiction, l'appartement numéro 4 de la rue Walden subit une désinfection complète. Les sols furent changés, les murs repeints, tous les meubles furent retirés. Il ne restait rien de l'ancien intérieur. Même les poignées de porte furent remplacées. Mais, comme c'est souvent le cas dans de telles situations, effacer l'atmosphère s'avéra plus difficile que l'odeur ou les traces. Les personnes vivant dans le même immeuble évitèrent longtemps même d'approcher de cette porte. 1 an plus tard, une agence immobilière mit tout de même l'appartement en vente. Le prix fut fixé en dessous du marché. Trop de rumeurs circulaient autour de cette adresse. Et, conformément à la loi, l'agent était tenu d'informer chaque acheteur potentiel qu'un décès avait eu lieu dans l'appartement. Ce n'était ni de la publicité ni des ragots, une obligation légale.
L'annonce contenait une ligne sèche. Le propriétaire est décédé sur la propriété. Cette phrase suffisait à faire disparaître presque tous les intéressés. L'agent chargé de la vente raconta plus tard aux journalistes. Il avait montré l'appartement 19 fois. Les gens entraient, regardaient autour d'eux, et presque tous disaient la même chose. Froid. Pas dans le sens de la température. Simplement, une ombre semblait planer dans l'air. Personne ne pouvait expliquer pourquoi. Progressivement, l'appartement numéro 4 se transforma en légende locale. On en parlait sur les forums, de petits blogs criminels en parlaient, racontant que la nuit, on y entendait des pas ou que la lumière s'allumait toute seule. Tout cela, bien sûr, n'était que rumeur, mais elle maintenait étrangement l'intérêt pour l'affaire. La maison devint un rappel que les tragédies ne se terminent pas avec les verdicts. Elles persistent dans l'espace, dans les murs, dans les fenêtres, dans la mémoire des gens. 3 ans plus tard, l'affaire Jonathan Moore fut officiellement archivée. Un épais dossier à tranche grise portant l'inscription « État contre Jonathan Moore » prit place sur une étagère parmi des centaines d'autres. Sur la couverture, une annotation « Classé, jugement définitif ». Formellement, l'histoire était close, mais pour les psychologues criminels, elle ne faisait que commencer. On commença à l'analyser lors de conférences universitaires, à en discuter. Les psychiatres la considéraient comme un exemple d'un type particulier de dépendance, où l'amour se transforme en possession pathologique. Les enquêteurs, comme un cas rare où le crime n'était pas né de la colère, mais de la peur. Et les professeurs de droit citaient cette affaire comme une illustration de la frontière entre le trouble et le choix conscient. Les journalistes revenaient parfois sur ce sujet, surtout à l'anniversaire du verdict. Les journaux publiaient des articles sous des titres comme « Le programmeur qui voulait arrêter le temps ». Certains le voyaient comme un monstre, d'autres comme un fou. Mais au final, tous parvenaient à la même conclusion. C'est l'histoire d'un homme qui avait confondu l'amour avec la possession. Quelque part, au fond des archives de la prison du Maine, se trouve son dossier personnel. Il y est indiqué qu'il ne transgresse pas le règlement, participe à des programmes de lecture et aide même le bibliothécaire. Il y a aussi une ligne indiquant que personne ne lui rend visite. Il vit dans un monde où tout s'est arrêté. L'appartement numéro 4 n'a jamais été vendu. Les propriétaires ont cessé de renouveler l'annonce. On dit qu'il est maintenant loué comme entrepôt car personne n'ose y vivre. Et les voisins, en passant devant, ralentissent encore leurs pas par habitude. Ainsi se termine l'affaire Jonathan Moore, le programmeur tranquille qui n'a pas pu laisser partir celle qu'il aimait. Il voulait garder pour toujours à ses côtés ce qui ne lui appartenait plus. Mais, en essayant d'arrêter le temps, il est lui-même devenu prisonnier de cet instant. Maintenant, son nom n'est plus qu'une ligne dans les archives. Et l'appartement, une coquille vide de mémoire. Tout le reste s'est dissous. Seul le silence dans ses murs, rappelant toujours que même l'amour le plus ordinaire peut devenir mortellement froid si l'on cesse de distinguer la frontière entre l'attachement et la possessivité.